Europe Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. À 19h30, comme tous les vendredis, les grands témoins de l'actualité. Ce soir, la vice-présidente exécutive de Reconquête. Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Hier, vous étiez chez nos concurrents pour une interview où vous avez regretté, puisque je vous ai regardé, qu'on ne vous pose aucune question sur les sujets de fond. Ça tombe bien. Aucune, c'est ce qui m'intéresse. Moi, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse les Français. Donc la vraie interview, c'est ce soir. Et c'est sur Europe 1, et merci d'avoir accepté notre invitation. À l'instant, on parlait avec Carole Zerbib, qui est donc proviseur adjoint au lycée Voltaire à Paris, de cette question du voile à l'école. Ce tweet et cet appel du syndicat SNPDEN, donc les personnels d'éducation, pour le ministre de l'Éducation de trancher sur cette question des habits religieux à l'école. Vous, sur cette question-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, alors moi, j'ai écouté cette interview, je suis frappée par la pudeur des mots, pour dire les choses. C'est-à-dire qu'on parle d'habits religieux, il n'y a pas d'habits islamiques, on parle d'atteinte à la laïcité, on ne parle pas d'offensive islamique, comme parle d'ailleurs... comme qualifient plutôt nos services de renseignement sur ces dernières semaines, puisque vous savez que rien qu'au mois de septembre, il y a eu quand même 313 signalements, ce qui fait à peu près 10 par jour, ce qui est considérable. Le ministre lui-même. Donc on parle de religion au sens général, on ne parle pas d'islam. Parce que c'est systématiquement l'islam. Alors objectivement, je pense que ça concerne à peu près 99,9% des cas. Voilà, Quel est votre je vous le dis à l'instinct, mais sincèrement, tous les cas et tous les signalements qui sont systématiquement évoqués sont toujours des questions relatives au voile ou à des tenues liées à l'islam. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, vous n'avez pas des étudiants qui arrivent en hurlant le paternoster. Alors là, il y a un exemple qui a été cité, qui est assez amusant d'ailleurs. On voit bien la connotation politique d'avoir manifestement un t-shirt avec des inscriptions en latin. Je ne crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui au sein de l'éducation nationale, disons-le franchement. Et pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'au-delà de la question de la laïcité stricto sensu, et on y reviendra, cette question, ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'éducation nationale, c'est la question en fait civilisationnelle, culturelle, de la présence massive, parfois même majoritaire, de jeunes Français musulmans au sein de nos classes. Et là où il y a des jeunes musulmans, il y a la question de l'islam. Et donc derrière cela... Donc il y a un danger. Non, il y a la question du refus d'adhésion au concept ou à la valeur de la laïcité. Et ça c'est l'assimilation que prenait Éric Zemmour pendant la campagne Et présidentielle. tout à fait, et ça je vous donne des chiffres, puisque ça a été étudié, cette adhésion à ce concept. Il y a à peu près 88% aujourd'hui des jeunes lycéens musulmans qui sont pour l'autorisation du port donc, des vêtements religieux au sein de l'école. Donc on voit bien qu'il y a un manque total d'adhésion, et donc ça pose en effet, comme vous dites, la question de l'immigration. Donc ils ont raison d'appeler au ministre de l'Éducation pour trancher sur cette question-là. Donc ils ont parfaitement raison. Donc la question, au-delà évidemment de cette vision plus globale, on va dire, qui appelle d'autres réponses, il y a la question immédiate de savoir comment on arme les professeurs et les directeurs d'établissement à travers un cadre clair, à travers des procédures claires, à travers une intransigeance claire à l'égard de ces étudiants qui sont souvent dans une démarche de provocation, mais aussi, j'ai envie d'élargir, à l'égard de certains enseignants, fort heureusement minoritaires, mais qui sont parfois complices. Ou en tout cas qui sont pour aller dans le sens de l'autorisation de ce port des vêtements religieux. Donc il faut une intransigeance, il faut un cadre clair, et au sein de l'établissement, mais aussi à l'extérieur. Un autre exemple qui n'est pas tranché, pas traité, c'est la question par exemple du port du voile pour les accompagnatrices lors des sorties scolaires. Là, par exemple, il n'y a pas de doctrine claire et les professeurs sont complètement laissés à l'abandon. Il y a une loi en 2004 sur le voile. Pas sur les sorties scolaires. Vous voulez dire que en dehors de l'établissement, la loi ne s'applique plus. Voilà, en tout cas sur les sorties scolaires, qui est pourtant un temps scolaire, donc qui devrait être concerné par. Et là, il n'y a pas du tout de doctrine claire. C'est un exemple, si vous voulez, mais ça révèle l'abandon dans lequel sont ces professeurs le plus souvent face à ce phénomène. Et d'ailleurs, vous me parlez de l'émission d'hier, mais moi j'avais suggéré, au-delà de cette question de la laïcité, peut-être l'une des solutions, notamment sur ces tenues dites d'abaya, donc qui sont difficiles à identifier. Ce sont ces grandes robes parce très que longues. C'est un peu comme le burkini. Vous savez, la qualification d'un vêtement religieux est compliqué, indépendamment du voile. On ne sait pas tellement où ça commence et où ça peut finir. Moi, je suis pour, je vous le dis franchement, l'uniforme et ou la blouse à l'école. Je crois que ça réglerait beaucoup de problèmes. Et au-delà de la question de ces vêtements religieux, ça réglerait aussi le problème de la compétition souvent sociale qui se fait entre les élèves et qui peut être tout aussi douloureuse. En attendant, en parlant d'éducation, vous vouliez, vous, Reconquête, manifester demain à Paris, et il y a eu un problème avec une manifestation prévue ? Alors, en effet, vous avez raison, demain à 10h30 au parc Samuel Paty à Paris, nous nous réunissons pour deux choses. Déjà, dénoncer l'offensive islamique dont est victime l'éducation nationale, et puis par la même occasion rendre hommage
à Samuel Paty, vous savez, tout à fait, ce professeur qui a été assassiné dans des circonstances barbares pour avoir tout simplement voulu enseigner ce qu'est la liberté d'expression au sein de sa classe. C'est dans l'esprit d'ailleurs de Reconquête en général de s'emparer de ce sujet de l'école et de défendre une campagne aussi qui est celle des parents vigilants que nous avons lancée il y a quelques semaines. Donc l'idée est de faire remonter les témoignages des parents au sein des établissements sur ces questions, mais pas uniquement. Sur la question plus large aussi de ce que Éric Zemmour a qualifié de grand endoctrinement, dire le fait que parfois l'éducation nationale, au lieu de transmettre des savoirs et des connaissances, va être finalement un vecteur d'idéologie et de politique. Pape Diaye accuse Éric Zemmour d'instrumentalisation, de récupération politique. Je ne vois pas en quoi il y a de l'instrumentalisation et de la récupération politique. Il y a un parti politique et un chef politique qui s'empare d'un fait de société extrêmement grave qui lui tient à cœur. Je rappelle qu'Éric Zemmour est un produit lui-même de l'assimilation, étant d'origine étrangère, et que cette assimilation, on le sait, elle passe aussi en grande partie par l'éducation nationale. Et comme lui a fait comme ça, tout le monde devrait faire comme lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a fait ses preuves par le passé et que l'éducation nationale, c'est un terreau, c'est un vivier national qui nous permet aussi de transmettre un certain nombre de choses, parmi lesquelles les savoirs et les connaissances, mais aussi un certain nombre de principes, comme celui, par exemple, de l'assimilation ou du respect de la laïcité. Je pense que ça commence par là. Quand on n'est pas capable de le faire respecter à l'école, il ne faut pas espérer qu'ensuite, dans la société, ça fonctionne. Je m'arrête sur vos mots. Respecter la laïcité, ça veut dire quoi pour Marion Maréchal ? Respecter la laïcité, c'est simplement, à l'école en l'occurrence, c'est respecter la loi qui a été votée, c'est-à-dire le fait de ne pas afficher des signes ostentatoires religieux au sein des établissements. La laïcité, plus généralement dans la société, ça n'est pas le laïcisme, attention, c'est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Ça n'est pas en revanche la disparition totale de toute manifestation religieuse dans l'espace public. Parce que certains l'interprètent comme ça. Certains l'interprètent comme ça, et c'est la lecture d'ailleurs que se fait très souvent la gauche quand ils cherchent par exemple à faire disparaître les crèches dans les mairies au moment de Noël. Mais ça vous dites quoi ? C'est plus la laïcité, c'est la tradition c'est tout à fait de la religieuse française, ancestrale. C'est tout à fait de la tradition, c'est tout à fait du culturel, mais au-delà de ça, je considère qu'il est évident que dans un pays aux racines chrétiennes, et ça c'est historiquement factuel, on ne peut pas espérer faire disparaître toute référence à la chrétienté dans l'espace public. Et j'en prends pour exemple le fait qu'on ait voulu au Sable d'Olonne déboulonner cette fameuse statue de Saint-Michel, si je ne m'abuse. Je ne vois pas ce qu'il y a, une fois de plus, de scandaleux à ce qu'il puisse y avoir des références chrétiennes dans l'espace public dans un pays chrétien. Ça fait aussi partie de notre identité et c'est notre patrimoine commun, que nous soyons juifs, musulmans ou catholiques d'une certaine manière. C'est notre patrimoine commun. Il y a une crèche, mais c'est notre patrimoine commun. Oui, parce que qu'on soit juif, musulman, parce qu'une fois de plus, ça fait partie de l'identité et on en revient à l'assimilation de la France. Mais ça, c'est une dimension, on va dire, qui est d'ordre culturel et qui ne doit pas être supprimé au prix d'une lecture laïciste. Le grand sujet, Marion Maréchal, c'est le carburant, les stations prises d'assaut, 17e jour de grève dans les raffineries, 17e jour de galère pour les Français qui sont 8 sur 10 en moyenne à utiliser leur voiture pour le quotidien. Alors il y a aussi les métiers d'urgence, il y a les livraisons. La CFDT dit OK aux négociations, pareil pour la CFE-CGC, la CGT dit non. 5%, c'est pas 10%. Et vous dites quoi ? Je dis que cette grève est scandaleuse, par la méthode, que c'était dès l'origine une grève préventive, il faut le rappeler. Ça veut dire une grève qui a été lancée avant même que les négociations salariales aient eu lieu, donc avant même de savoir s'ils allaient obtenir gain de cause ou pas. Donc je crois que la CGT est dans une démarche de radicalité parce qu'elle est un syndicat en réalité ultra minoritaire au sein des salariés en général. Pourquoi ? Parce que je crois, et c'est pour ça que j'essaye d'élargir le débat au-delà de la réponse immédiate sur la question de la CGT, la question plus large du fonctionnement syndical en France. Nous avons aujourd'hui 8% des salariés qui sont syndiqués dans le privé, 20% à peu près dans le public. C'est un chiffre extrêmement réduit par rapport à d'autres pays européens. Et donc je crois qu'il faut profiter de cette actualité pour se réemparer de ce sujet. La question de savoir comment on permet d'avoir des syndicats plus représentatifs en France, et cela peut-être y aurait-il à ressortir cette idée qui était selon moi une bonne idée du chèque syndical, qui permettait au sein des entreprises aux personnes d'accorder un chèque pour pouvoir adhérer au syndicat de leur souhait, qui pourrait s'accompagner d'ailleurs, pourquoi pas, c'est pas inintéressant, d'une obligation de se syndiquer, mais qui aurait pour contrepartie de libéraliser, si je puis dire, le système de création des syndicats pour avoir une diversité beaucoup plus large. Donc revoir vraiment le business model, j'allais dire, du syndicat, même si en disant business, je suis pas sûr que ce soit vraiment business. C'est pas un modèle économique. En tout cas, c'est un bon business quand on regarde les subventions publiques qu'il touche. Et quand on regarde la part des subventions publiques... On supprime les subventions publiques pour les syndicats ? Je considère que les syndicats doivent vivre de leurs cotisations.
Voilà, il est anormal Et ça n'est aujourd'hui. pas le cas. Et ça n'est pas le cas, en tout cas pas exclusivement, loin de là. C'est même parfois minoritaire dans leur budget général. Et c'est vrai d'ailleurs pour les syndicats de salariés comme les syndicats patronaux, il faut quand même le préciser. On pourrait aussi aller d'ailleurs vers des réformes du type un non-cumul total des mandats syndicaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui fait que quand on est délégué syndical, ça n'est pas un travail à temps plein. On n'est pas que délégué syndical, on continue de travailler à côté. Un mot sur les réquisitions. On a entendu tout à l'heure dans le journal de 19h l'émoi de ce raffineur qui a été cherché chez lui par les gendarmes, parce que c'est la loi qui fait ça, devant femmes et enfants, en se plaignant que ses enfants avaient très très mal vécu cet épisode, pour venir bosser et pour venir si vous voulez, raffiner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je comprends, mais moi je soutiens cette idée de la réquisition pour une idée simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le droit de grève, il doit s'accompagner d'un respect de l'ordre public. Quand il y a une atteinte disproportionnée à l'ordre public, comme c'est le cas aujourd'hui, il est normal qu'il puisse y avoir des limites qui soient posées à ce droit de grève. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un secteur stratégique. Il ne nous aura pas échappé que la situation de la France est quand même douloureuse en ce moment, à bien des égards. Donc s'ajouter par-dessus la crise diplomatique, par-dessus la crise énergétique, par-dessus la crise économique, de surcroît une crise de l'essence et de pénurie d'essence, objectivement, c'est parfaitement irresponsable de la part de ces syndicats, d'autant plus que manifestement, il y a une volonté totale de faire un geste supplémentaire. Et vous oubliez les autres crises qui vont venir, puisque effectivement la semaine prochaine, on nous annonce un mardi noir et aussi d'autres manifestations, notamment lundi prochain. Dans un instant, on revient sur Europe 1 avec Marion Maréchal. Encore beaucoup de questions, notamment justement les fameuses questions de fond, le chômage, la réforme des retraites, le budget. On en parle dans un instant, tout de suite. Europe Soir Weekend. Restez avec nous dans un instant. Marion Maréchal est notre grand témoin du vendredi. À tout de suite. Toyota. Papa, Oui. Marie roule 7 heures pour rejoindre Paul, à 600 km de chez elle. De quelle quantité d'énergie a-t-elle besoin? Facile. Bon, écrit. Si Marie tient tant à revoir Paul, elle n'a qu'à rouler en hybride Toyota pour consommer moins d'énergie. Voilà. Mais papa, Faites des économies d'énergie en roulant jusqu'à 55% de votre temps de trajet en électrique. Passez à l'hybride Toyota, portes ouvertes ce week-end. Toyota. Économie carburant par rapport à véhicule thermique équivalent. Temps de trajet Drive Eco août 2022. Pensez à covoiturer ? Avec But, pour moins de 100 €, on peut dire chaud devant chaud. Chez But, découvrez toute une sélection de chauffage à moins de 100 €. En ce moment, la cheminée Aya, aussi pratique qu'esthétique, est à 99,99 € seulement. Sélection de produits en magasin et sur but.fr. Peugeot. Le mondial de l'auto est bientôt de retour. Et comme vous, Peugeot est très impatient d'y être pour vous présenter ses derniers modèles et ses offres exceptionnelles. Mais si vous ne pouvez vraiment pas attendre, vous pouvez déjà profiter de nos conditions salon sur toute la gamme avec jusqu'à 4 500 € d'avantages clients. Rendez-vous dans votre point de vente Peugeot dès maintenant ou pendant les portes ouvertes du 13 au 17 octobre. Détails et conditions sur Peugeot.fr. Réservé aux particuliers. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 20h en compagnie de Marion Maréchal. Blocage dans les raffineries, on vient d'en parler. Grève RATP mardi, SNCF aussi. On prédisait un automne social. Le voilà. Blocage dans l'hémicycle aussi, avec le gouvernement qui va recourir sans doute au 49.3. François Bayrou d'ailleurs qui estime qu'un 49.3 bien préparé et de bonne foi n'équivaut pas à un 49.3 brutal. En même temps, ces lieutenants du Modem votent contre Renaissance, tout comme certains LR qui votent avec la NUPES. Comment est-ce que Marion Maréchal, vous observez ou vous expliquez ce délitement, cette décrédibilisation de la vie politique, en fait, d'une certaine manière ? Bon, déjà, il n'y a rien de surprenant à ce que ça bloque sur le budget. C'était attendu. De manière générale, pour le coup, les oppositions se refusent à voter un budget en bloc parce que c'est un symbole politique, si je puis dire. Donc, on a rarement vu les LR s'allier à la NUPES pour voter ensemble. Ça, on est d'accord que l'opposition à la Macronie crée beaucoup de surprises. Mais d'une certaine manière, ça a au moins le mérite de remettre, si je puis dire, l'Assemblée au cœur du dispositif institutionnel, ce qui n'était plus le cas aussi depuis des années. Donc ça recrée aussi une certaine vitalité. Ça oblige le gouvernement peut-être à composer davantage. Ou en tout cas à écouter davantage les oppositions. Donc ça a quand même un certain mérite. En tout cas, en ce qui concerne ce budget, ce qui est regrettable, si vous voulez, c'est qu'on est dans un budget qui déjà est insincère. Bon, je pense que ça a été acté par tout le monde. Sauf par la majorité. Avec des prévisions de croissance qui sont quand même probablement surévaluées, certainement même. Un mur de la dette, qu'on érige de manière spectaculaire sans se poser. D'accord. Alors, vous critiquez Marion Maréchal. Alors, justement, arrêtons-nous, point virgule dans votre phrase, on y reviendra après. La dette, vous faites quoi ?
Non mais alors, je vous réponds, parce que je ne vais pas seulement critiquer, je vous dis ça pourquoi ? Pourquoi la dette ? Parce qu'en fait, on est aujourd'hui dans une distribution intempestive de chèques, c'est devenu maintenant le quoi qu'il en coûte, voilà, depuis le Covid, on a compris, maintenant on ouvre les vannes à tout va. Il y a eu une situation d'urgence avec le Covid. Mais, très bien, mais le problème c'est que déjà les dispositifs d'urgence ont eu tendance à se perpétuer, et ce qui eût été intéressant par rapport à une distribution de chèques, c'est d'avoir une véritable politique générale de baisse des impôts et des charges, qui est quand même promis depuis des années, qui aurait permis de rendre du pouvoir d'achat avec le mérite de l'accompagner d'une revalorisation finalement du travail au détriment de l'assistanat. En attendant, les impôts, ils n'ont pas augmenté. Oui, d'accord, mais enfin, étant donné qu'on est dans le pays d'Europe avec le Danemark qui est le plus imposé et qu'on a à peu près la moitié de notre PIB qui est prélevé, on aurait pu attendre davantage que juste ça n'augmente pas. Par ailleurs, ça va manifestement augmenter avec la taxe sur les superprofits. On a une protection sociale qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Mais on paye ce qu'on a. Tout ça pour vous dire quoi ? Que même sur les impôts de production, donc la fameuse CVAE, on voit qu'il y a un étalement sur 2 ans. Toutes les autres objectifs de baisse d'impôts sont abandonnés. À côté de cela, on a une augmentation des fonctionnaires dans presque tous les ministères. Alors autant je pense que la défense, l'intérieur, entre autres choses, en partie l'hôpital aurait pu justifier, autant objectivement au sein de l'éducation nationale aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'une augmentation encore en milliards du budget et une augmentation des fonctionnaires vont régler les problèmes que nous connaissons. Mais qu'est-ce que vous en faites de tous ces gens-là ? Vous allez les mettre au chômage ? Donc, non mais le problème, je vous dis ça pourquoi ? Parce que le problème de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est pas un problème, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, c'est pas un problème de moyens ou de personnel, c'est un problème d'objectifs, de mission, de méthode et d'organisation. À un moment donné, on reprend tout à zéro. À un moment donné, oui, je veux dire, quand on voit que la dépense publique est de plus en plus importante, mais qu'en parallèle de cela, on a des services publics de moins en moins performants, on peut peut-être se poser la question. Or, on a le sentiment qu'on est dans une espèce de tonneau des Danaïdes qui n'est pas très responsable, et j'ajouterais même qui est d'autant moins responsable, et ça on en parle assez peu, ça a commencé à faire un peu débat au sein de l'hémicycle, dans le fait qu'aujourd'hui, vous savez peut-être que depuis quelques mois, et notamment pendant que l'inflation a augmenté, le gouvernement a contracté, c'est un peu technique, mais c'est important, des emprunts indexés sur l'inflation, qui donc ont des conséquences qui vont augmenter de plus de 15 milliards rien que pour ces emprunts sur la charge de la dette, qui en fait Parce un que l'argent coûte plus cher. Plus important que même le budget de la justice. Donc il faut vous imaginer qu'on a un gouvernement qui, au moment où l'inflation augmente, contracte des emprunts indexés sur l'inflation. Enfin, vous imaginez et qui compte sur une croissance qui pour l'instant est surévaluée. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Qu'on a quand même un gouvernement qui était censé être un gouvernement crédible sur les questions économiques et budgétaires et qui est quand même très décevant. Voilà. D'accord, Marion Maréchal, mais là vous avez fait le constat encore une fois, mais qu'est-ce que vous faites à leur place ? Non mais je fais pas que le constat. Je vous dis, en l'occurrence, plutôt que distribution de chèques, on baisse les impôts et les charges massivement, rapidement, voilà. On entraîne donc une véritable réforme de l'État, parce qu'en parallèle de cela, il faut quand même évidemment c'est un grand mot, la grande réforme de l'État. Tout le monde a voulu la faire, personne n'a réussi. Très bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mettez-nous au pouvoir et puis on le fera. Non mais pour l'instant vous ne me dites pas ce que vous allez faire. C'est-à-dire que j'arrive au restaurant, je demande le menu et puis parce que j'ai 12 minutes, donc quand je vois tous les sujets que vous avez évoqués, j'essaye d'aller à l'essentiel. Mais je vous ai donné un exemple par exemple sur l'éducation nationale. Une fois de plus, je ne crois pas que la solution soit à chaque fois d'injecter de l'argent. Je vous donne même sur la question de l'hôpital, c'est intéressant parce que l'hôpital qui est en grande souffrance et en grande difficulté, qu'est-ce qu'on fait pour l'hôpital ? On sait qu'on a à peu près aujourd'hui 30% du personnel hospitalier qui est du personnel administratif. Peut-être y a-t-il une fois de plus une réorganisation à faire qui consisterait avec peut-être moins de personnel administratif et à redispatcher plus ou moins ce qu'on est en train de faire vers les soignants. J'en ai pas vu la couleur aujourd'hui pour l'instant dans une grande réforme de l'hôpital. J'ai vu un Grenelle de l'hôpital qui a consisté à faire des primes, ce qui était très bien vu les circonstances, mais qui n'a pas véritablement une perspective et des objectifs de long terme pour l'hôpital. C'est la vision de long terme qui manque toujours. Est-ce que finalement on n'est pas dans un pays ingouvernable, comme le disait le général de Gaulle? Je déteste en appeler un général de Gaulle, parce que tout le monde en appelle un général de Gaulle, mais là, en l'occurrence, c'est lui qui avait dit ça, avec 70 millions de Français qui ne sont pas d'accord entre eux, et ça va continuer en devenant de pire en pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul avis, et comme il n'y a pas un seul avis, on ne peut pas prendre une seule décision qui plaise à tout le monde. Ça, c'est le principe même de la démocratie, c'est que tout le monde n'est pas d'accord en démocratie, donc on fait des compromis. Mais on dégage un fait majoritaire, et qui est fait en effet pas de compromission, mais parfois de compromis dans le cadre de coalition et de réflexion, et on tente. Mais vous savez, en réalité, sur tous ces sujets, très souvent, il y a en réalité un compromis des Français. Enfin, il y a une majorité qui est dégagée. Je vous parlais tout à l'heure des syndicats, mais les quelques sondages qui avaient été faits à l'époque là-dessus
disent qu'il faut une réforme syndicale et qu'il est anormal que les syndicats aujourd'hui soient ultra financés par l'argent public alors qu'ils sont minoritaires. Sur l'immigration, par exemple, il y a un ultra consensus sur la question de la baisse des impôts et des charges, d'autant plus. Je pense que s'il y avait une véritable politique ambitieuse, ils seraient d'accord pour à côté avoir une réorganisation de l'État. Donc moi, je crois que c'est simplement qu'il n'y a pas de vision à long terme. Et tout à l'heure, on parlait de la question du pétrole, sur la question de l'énergie, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais là aussi, on est face à un manque de vision sur le long terme qui est terrible. L'énergie, d'ailleurs, votre proposition, avant de vous poser une dernière question sur vos ambitions peut-être électorales futures, l'énergie, vous faites quoi là, par exemple? Là, on a une crise énergétique qui dépend d'énormément de choses. Il y a une guerre en Ukraine, il y a évidemment une économie mondiale qui va souffrir avec une récession qui arrive sans doute pour l'ensemble du monde. Qu'est-ce que vous, Marion Maréchal, vous arrivez avec votre petite besace en disant voilà, j'ai la clé du problème. C'est très intéressant parce que c'est lié à la question du budget. Vous savez qu'il y a donc un plan de sobriété, pour ne pas dire plan de précarité ou de rationnement énergétique qui est mis en place avec un objectif jusqu'à 10% de consommation en moins. Il faut imaginer ce que ça représente, 10% de consommation en moins. C'est une rétractation de 7% du PIB au moment de la pandémie. Donc on sait ce que ça représente. Et c'est pas en mettant des petits cols roulés ou en baissant son chauffage à 19 ou en prenant des douches de 2 minutes que ça changera quelque chose. Donc ça, je pense que c'est très important de le rappeler. Et je veux expliquer pourquoi en fait il y a cet objectif de 10%. Parce qu'en réalité, la France ne dépend que de 3% à 3% du gaz russe dans sa consommation générale. Baisser de 3% la consommation, ce serait pas inenvisageable, ce serait pas extrêmement douloureux. Pourquoi on est obligé d'aller jusqu'à 10%? Parce qu'en fait, on est dans un échange gaz-électricité avec l'Allemagne, ce qui est quand même délirant. Ça veut dire qu'en fait, on va se contraindre cette baisse de 10% avec potentiellement une récession pour pouvoir envoyer du gaz en Allemagne en échange de l'électricité qu'on n'a pas assez. Mais l'autre solution, c'est qu'on coupe avec l'Allemagne. Parce qu'on a sabordé notre système et notre industrie nucléaire. C'est un donnant-donnant avec l'Allemagne. Mais ça veut dire que l'autre solution, c'est écoutez, allô Berlin, vous faites de votre côté, puis nous, on va faire de notre... Vous imaginez aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve. Donc tout ça pour dire quoi? C'est qu'on est donc en phase de récession du fait des choix du gouvernement. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, puisque vous me dites que vous n'êtes que dans la critique. Le choix qui a été fait à court terme de dire, pour le coup, et qui devrait être élargi au niveau européen, de dire on capte à partir d'un certain prix les profits des producteurs d'électricité non gaziers pour les redistribuer aux particuliers et aux entreprises afin de pallier aux difficultés qu'ils pourraient avoir, ça m'apparaît être une solution de bon sens et une bonne solution pour la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Marion Maréchal, il me reste peu de temps pour vous demander si vous pensez à 2027, non pas en vous rasant parce que ça serait pas de bon goût, mais pas pourquoi non, c'est pas très élégant. D'ailleurs, je le retire. Pourquoi restez-vous à Reconquête avec une incarnation somme toute assez clivante plutôt que de rassembler les droites comme l'a réussi Giorgia Meloni par exemple en Italie? Alors, déjà, vous savez, Giorgia Meloni fut un temps été considérée comme clivante, donc je ne crois pas qu'il faille s'en tenir au jugement d'une partie de la presse, de gauche très souvent. Moi, vous savez, je crois que la politique, c'est d'abord un choix de conviction. C'est ça qui doit nous animer. Et quand on se couche le soir et qu'on est un responsable politique, on se dit, est-ce que j'ai défendu ce en quoi je crois? Et vous êtes toujours convaincu? Oui, qu'on fasse 4%, 7%, ou peut-être qu'un jour on soit au pouvoir, d'une certaine manière... la satisfaction est la même quand on a défendu ses convictions. Donc moi, c'est le choix que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis engagée dans un mouvement qui a une ligne singulière sur le plan économique, sur le plan des questions identitaires, sur le plan des questions de relations internationales, qui doit donc se construire dans le temps. Moi, je crois quelques années. Que tout est ouvert pour cela. Voilà. Maintenant, je ne suis pas dans un objectif personnel pour 2027. Non, je ne suis pas en train de vous dire que... Voilà, mais pour l'instant, le chef politique, c'est Éric Zemmour. Pour l'instant. Non, mais c'est Éric Zemmour, le chef politique. Moi, je ne suis pas en train de penser à 2027 à l'heure où on parle. Donc, je serai là où je me sens utile au moment donné. Et je suis d'avant tout dans une équipe. C'est ça qui m'intéresse. Merci beaucoup, Marion Maréchal. Dans un instant, Lionel Rousseau pour le Studio des légendes. Bonne soirée sur Europe 1.